C'est quand même un truc de fou quand on y pense. Il faut s'imaginer un corps humain qui n'a pas avalé le moindre repas solide pendant 51 ans. Ouais, c'est vraiment extrême comme point de départ. Et pourtant, ce corps continue de fonctionner, de penser, d'interagir. Normalement, si on prend n'importe quel manuel de biologie classique, bah c'est juste impossible, quoi. Les organes devraient lâcher en quelques semaines. Complètement. La machinerie interne devrait tout simplement s'arrêter. Exactement. Et pourtant, quand on plonge dans la pile de documents fascinants au cœur de notre analyse aujourd'hui, bah cette idée n'est pas du tout présentée comme un miracle ou une anomalie magique, c'est abordé comme l'évolution ultime de notre propre biologie. C'est vraiment vertigineux. Et je suis ravie d'en parler aujourd'hui parce que ce qui rend ces sources si captivantes, c'est vraiment la diversité de leurs origines. C'est clair, on a de tout. Ouais, on a affaire à une synthèse super inattendue. D'un côté, on a des études biophysiques hyper pointues, et de l'autre, des textes mystiques super anciens, genre le bouddhisme ou la gnose manichéenne. Et au milieu, des journaux de bord personnels d'une précision vraiment troublante. Et la mission de notre exploration aujourd'hui, c'est justement de comprendre ce fil conducteur étrange qui relie absolument tous ces textes. L'idée centrale, c'est que l'acte de s'alimenter, ou plus précisément le choix très radical de ne pas s'alimenter, ce serait bien plus qu'une simple question de santé métabolique. Ah oui, c'est pas juste un petit régime là, hein. Non, pas du tout. Selon ces documents, ce serait carrément la clé scientifique et spirituelle pour transformer notre corps d'une espèce de vulgaire chaudière à calories en un véritable récepteur de lumière. Bon, décortiquons un peu tout ça, parce que les sources utilisent une expression très poétique et même un peu sombre pour décrire notre état normal, celui où on mange nos 3 repas par jour. Ouais, ils appellent ça la gastronomie de la chute. Voilà, la gastronomie de la chute. C'est fort comme terme. C'est un concept fondamental pour comprendre tout le reste, en fait. L'idée repose sur l'hypothèse que la matière très dense qu'on ingeste tous les jours, elle agit comme un étouffoir sur notre vitalité profonde. Un étouffoir, carrément. Ouais, pour bien saisir ça, il faut vraiment regarder la métaphore alchimique qui traverse ces textes. Les anciens y décrivaient notre monde matériel comme le monde dialectique ou la nature de la mort. Et la traduction biologique moderne de ça, c'est notre dépendance au glucose. Le sucre, quoi. Les glucides, notre carburant de base. Exactement. Tirer son énergie du glucose, ça déclenche une combustion cellulaire qui est, disons, fondamentalement sale. C'est un processus qui permet de survivre, ça oui, mais qui génère énormément de déchets. C'est ce qu'on appelle les radicaux libres, c'est ça? C'est ça, des molécules super instables qui causent l'inflammation, qui abîment les tissus et au final qui accélèrent le vieillissement. Dans le langage un peu codé de l'alchimie ancienne, cette combustion lourde et polluante, c'est ce qui correspond au plomb. Ah, le plomb, la matière vile. C'est une analogie qui parle vachement quand on y pense. Ouais, totalement. Tout le monde a déjà connu ce fameux brouillard mental, cette lourdeur qu'on ressent après un repas très copieux, genre un gros repas de fête. Oh que oui, le fameux coup de barre de 14 heures. C'est l'énergie du corps tout entier qui est réquisitionnée pour gérer cette densité, pour traiter ce plomb métabolique. Et c'est là que le jeûne intervient dans nos sources. Mais pas du tout comme une petite diète pour perdre du poids pour l'été. Non, c'est vu comme un véritable interrupteur, une vraie bascule métabolique. Dès que l'arrêt de la digestion se prolonge, le foie n'a plus le choix, il est forcé de changer de stratégie. Il va taper dans les réserves. Exactement. Il va puiser dans nos graisses stockées, qui est notre matière la plus dense, pour les transformer en ce qu'on appelle des corps cétoniques. Et là, le moteur change complètement de carburant. Et ces fameuses cétones deviennent le carburant de secours, puis très vite le carburant principal de l'organisme. Ça peut nourrir le cerveau jusqu'à 60%. Ce qui est fascinant ici, c'est le mécanisme causal derrière ce processus. C'est-à-dire, Eh bien, pourquoi les textes comparent cette extraction à la recherche de la quintessence? En fait, c'est parce qu'au niveau cellulaire, la production de l'ATP change du tout au tout. l'ATP, oui. Pour clarifier un peu cette notion pour ceux qui nous écoutent, l'adénosine triphosphate, c'est en quelque sorte la monnaie énergétique de nos cellules. C'est la petite pièce de monnaie que la cellule dépense pour faire la moindre action. Ouais, c'est la métaphore parfaite. Et la production de ces pièces de monnaie à partir des cétones, elle est d'une efficacité redoutable. Pour une même quantité d'oxygène consommée par la cellule, les cétones produisent infiniment moins de radicaux libres. Donc, beaucoup moins de stress oxydatif que le glucose. Voilà. Le ratio entre l'énergie pure produite et l'usure de la machine s'améliore de façon spectaculaire. En brûlant proprement, ce métabolisme en fait y retire littéralement le bruit de fond électromagnétique du corps.
C'est un peu comme passer d'une vieille locomotive à charbon qui crache de la fumée, qui vibre de partout et qui encrasse son propre moteur avec des cendres, à un train à sustentation magnétique parfaitement silencieux, qui glisse sans aucune friction. C'est une super image. Le carburant purifie la machine elle-même. Et cette mécanique-là, ça fait grave écho au prix Nobel de médecine de 2016, que les documents citent d'ailleurs abondamment, sur le mécanisme de l'autophagie. Absolument. L'autophagie, c'est ce moment précis où la cellule commence à se manger elle-même. Mais attention, elle fait pas ça au hasard. Elle cible spécifiquement ses propres composants endommagés, les protéines dénaturées, les toxines accumulées. Une sorte de grand ménage de printemps interne. C'est exactement ça. Et c'est la traduction biologique parfaite du principe alchimique solve et coagula, c'est-à-dire dissoudre et coaguler. Le corps détruit ses parties malades pour recycler les matériaux et reconstruire des structures saines. D'ailleurs, les sources parlent de ce nettoyage par le vide comme d'une auto-sacralisation. Le mot est fort. Très fort, oui. Et ce qui est particulièrement élégant, je trouve, c'est la façon dont les documents superposent les phases de ce jeûne physiologique avec les grandes étapes du grand œuvre alchimique. Ils parlent d'abord de l'œuvre au noir. Oui, les fameux 3 ou 4 premiers jours de jeûne. Voilà, ceux-là sont durs. Le corps réclame sa dose de glucose. On a les toxines qui remontent dans le sang, on a mal au crâne. C'est la dissolution et c'est douloureux pour l'ego biologique. Mais ensuite vient l'œuvre au blanc. Le moment où la bascule vers les cétones est faite, en gros. Exact. L'inflammation chute d'un coup, le mental devient cristallin, on entre dans un mode presque vibratoire. Et enfin, l'œuvre rouge, l'étape ultime où, selon les textes en tout cas, le fameux corps de lumière s'éveille et mène à un état de béatitude. Mais le point de bascule de notre analyse, c'est vraiment d'aller au-delà de cette métaphore alchimique, aussi belle soit-elle. Une fois que ce fameux bruit métabolique de la digestion et des radicaux libres est éteint grâce à l'œuvre au blanc, qu'est-ce qui se passe concrètement à l'intérieur de la cellule? Ouais, qu'est-ce qui sort de ce silence? C'est à ce stade ultra précis que les mystères anciens croisent la biophysique quantique. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Nos documents introduisent à ce moment-là les travaux du professeur Fritz Albert Popp, un biophysicien allemand. Et là, faut complètement oublier l'image classique de l'ADN qu'on apprend au lycée, hein. Ah oui, le petit plan de montage chimique statique en forme d'hélice, là. Voilà, c'est pas juste ça. Les recherches de Popp avancent que la double hélice d'ADN fonctionne, au sens strict du terme, comme un laser biologique. Il explique que la structure géométrique de l'ADN contient des petites microcavités appelées des exciplex. Et ces exciplex, ils sont juste fascinants. Ce sont des zones de la molécule qui agissent littéralement comme des pièges à lumière. Ils accumulent des photons et ils émettent un flux continu, un flux ultra faible de particules lumineuses que Popp a baptisé les biophotons. Donc, on parle vraiment de lumière pure. Pas de chaleur, hein. Non, non, pas de chaleur. C'est une lumière extrêmement cohérente, un peu comme le rayon d'un laser industriel. Mais bon, à l'échelle nanométrique, bien sûr. Ce qui implique que la santé, avant même d'être une affaire de chimie ou de nutriments comme on l'entend toujours, ce serait d'abord une affaire d'optique. Tout à fait. La santé parfaite, selon ce nouveau paradigme, c'est un flux abondant et ininterrompu d'informations lumineuses entre nos milliards de cellules, un vrai dialogue de lumière. Et donc la maladie, c'est ce qu'on appelle une décohérence. Ça me fait penser à un orchestre, en fait. C'est exactement l'analogie d'un orchestre symphonique. Si chaque musicien se met à jouer sa partition dans son coin sans écouter les autres, c'est la cacophonie totale. La maladie, c'est quand l'ADN d'une zone du corps n'émet plus sa lumière de façon cohérente avec le reste. D'accord. Mais la question qui se pose logiquement, alors, c'est comment cette lumière, qui est totalement immatérielle, elle peut diriger la matière physique, la chair, les protéines de nos cellules? Et la réponse se trouve dans l'élément le plus banal de notre corps, l'eau. Nos cellules sont remplies d'eau, mais attention, pas n'importe quelle eau. En présence de la lumière laser, de l'adénène, l'eau intracellulaire va s'organiser et former ce qu'on appelle des domaines de cohérence. Des domaines de cohérence. D'accord, ça ressemble à quoi? Concrètement, les molécules d'eau se structurent en un réseau qui est capable de capter ces fameuses fréquences lumineuses, de les piéger et ensuite d'utiliser cette énergie pour déclencher des millions de réactions biochimiques à la seconde. Et tout ça avec un timing absolument parfait. Ah ouais, l'eau devient une sorte de chef d'orchestre liquide. C'est ça. Et voilà pourquoi le mécanisme du jeûne est si crucial. Si on se rappelle de la combustion du glucose dont on parlait, les radicaux libres produits par ce carburant sale, ils créent un stress oxydatif qui endommage physiquement la structure même de cette eau cellulaire. Ah, donc le sucre casse la structure de l'eau.
Le glucose agit vraiment comme des interférences statiques sur une ligne de transmission. Le signal du laser biologique est complètement brouillé. En revanche, les corps cétoniques générés pendant le jeûne, grâce à leur combustion très propre, ils permettent à l'eau de retrouver sa fameuse cohérence. Le signal passe à nouveau de façon pure. Donc si on suit cette logique jusqu'au bout, le corps humain, une fois qu'on l'a purifié de ses interférences, n'est rien d'autre qu'une immense structure d'eau orchestrée par des lasers d'ADN. C'est l'idée, oui. On serait littéralement de la lumière ralentie, de la lumière devenue solide. C'est fou. Si l'on relie cela à une vision plus globale, on comprend soudainement l'intention profonde des auteurs mystiques de l'Antiquité. Cette cohérence des biophotons mise en évidence par la science d'aujourd'hui, c'est exactement ce que les anciennes traditions tentaient d'expliquer avec le vocabulaire de leur époque. Ils n'avaient pas les microscopes quantiques, quoi. Non, mais ils avaient l'intuition. Le jeûne, l'ascèse, c'était pas du tout pour punir le corps ou pour souffrir. C'était simplement pour nettoyer l'antenne. C'est une convergence de savoir qui est spectaculaire. Et un excellent exemple de ça se trouve dans un mythe gnostique qui est présent dans nos sources AC, le chant de la perle. Oh oui, ce texte est magnifique. Ouais, c'est l'histoire d'un prince qui est envoyé en Égypte. Hmm. Et dans cette tradition, l'Égypte, ça symbolise la densité et le monde de la matière lourde. La mission de ce prince, c'est de récupérer une perle précieuse. Mais, piégé par la gastronomie locale, il se met à manger la nourriture lourde de l'Égypte. La fameuse gastronomie de la chute. Exactement. Et la conséquence de ça, il s'endort profondément et il oublie carrément sa propre identité. Il devient complètement amnésique. Et le réveil ne vient pas d'une secousse physique, genre quelqu'un qui le secoue, il vient d'une fréquence. Un son pur. C'est le cri perçant d'un aigle qui vient le tirer de son sommeil. Cette vibration pure, elle brise l'engourdissement de la matière et permet au prince de retrouver ce que le texte appelle son vêtement de lumière. C'est franchement une allégorie parfaite de la détoxification métabolique qui permet à l'ADN de réémettre ses biophotons. Mais là où les documents poussent la réflexion encore plus loin, c'est qu'ils ne se contentent pas que de mythologie. Ils abordent des cas concrets, des cas historiques. Et c'est là qu'on retrouve le cas très célèbre de la mystique française Marthe Robin. Oui, un cas d'école dans ce domaine. Les registres indiquent qu'elle aurait vécu une inédit, donc un jeûne absolu de toute nourriture solide et de toute boisson. Et ça, pendant 51 ans. Mais attendez, il faut qu'on s'arrête là-dessus 2 secondes. 51 ans. Biologiquement, même avec la meilleure autophagie du monde, les organes finissent par se consommer eux-mêmes, non? Comment nos sources biophysiques tentent d'expliquer une telle chose sans juste dire « c'est un miracle » et jeter l'éponge? C'est le nœud du problème, et c'est évidemment très clivant. Les sources proposent en fait de sortir du cadre strict de la thermodynamique classique. Elles vont plus loin. Oui, elles suggèrent que dans des états de dépouillement extrême, l'organisme bascule dans ce qu'elles nomment une biologie transcendante. Et ça marche comment, ça? L'hypothèse biophysique audacieuse, c'est que l'ADN, s'il est débarrassé à 100% du bruit de la matière, il deviendrait une antenne tellement puissante qu'elle pourrait capter directement l'énergie du champ de fréquence environnant. Des biophotons libres dans l'espace pour alimenter les domaines de cohérence de l'eau. Waouh! C'est exactement ce que la tradition religieuse appelait la communion. Se nourrir du verbe, de la vibration même de l'univers. Ce qui nous amène du coup à un témoignage direct, hyper détaillé dans nos dossiers. C'est le récit personnel de l'auteur de ces recherches lui-même. Il ancre toute cette grande théorie biophysique dans une expérience vécue divisée en 2 moments vraiment clés. Le premier se passe en 1995, en France, sur le massif montagneux du Mont-Calm. En Ariège, oui. Voilà. L'auteur raconte être en plein cœur de l'œuvre au noir. Il s'est perdu de nuit, sous la pluie, après 5 jours de jeûne strict dans la montagne. Il est totalement épuisé, vulnérable, toutes ses réserves sont à plat. Il s'assoit sur une souche, et là, il lâche complètement prise. Il abandonne la volonté de son ego, et il demande de l'aide à voix haute. C'est intéressant parce que l'abandon de la volonté propre, c'est vraiment un déclencheur récurrent dans tous ces récits mystiques. Et là, paf, il décrit une sensation physique impossible à ignorer. Il sent 2 mains invisibles se poser sur ses épaules et le faire pivoter de force sur sa souche. Quand il rouvre les yeux, son regard est parfaitement aligné avec une marque rouge et blanche du sentier GR10 qu'il cherchait désespérément depuis des heures. Ah oui, c'est puissant. Pour lui, c'est la bascule. C'est l'instant précis où la théorie devient une expérience intime. La simple croyance intellectuelle se brise pour laisser place à ce qu'il appelle la foi. Mais il définit ça strictement comme l'expérience sensorielle du lien avec ce champ d'information. Ce moment de vulnérabilité extrême où le signal extérieur parvient enfin à traverser le bruit du mental, c'est un grand classique.
Mais c'est vraiment la deuxième étape de son récit qui met la théorie biophysique à l'épreuve du feu. Oui, l'histoire fait un bond dans le temps jusqu'en 2011. L'auteur se lance dans un jeûne au jus extrêmement long, qui s'étire sur 2 mois. 2 mois complets. Et bon, je dois avouer que c'est là que mon scepticisme naturel s'emballe un peu, hein. C'est normal, c'est énorme, 2 mois. Il affirme avoir traversé ces 8 semaines sans aucun symptôme médical de carence, sans perte de poids alarmante. Mais surtout, il dit avoir vécu un état constant d'extase permanente et d'amour inconditionnel. Mais faut remettre ça en perspective. Le corps ne reçoit plus de macronutriments solides pendant 8 semaines. Comment le cerveau peut baigner dans l'extase au lieu d'hurler à la famine? Est-ce que ça veut dire que le corps pompait réellement son énergie du champ ambiant? Eh bien, selon la logique interne de ces documents, oui. Une fois la phase de l'œuvre au rouge atteinte, le laser d'ADN fonctionne à plein régime. Le corps ne cherche plus à détruire de la matière dense interne pour survivre, il entre juste en résonance. Il capte la fréquence. Exact. Les ondes cérébrales s'apaisent complètement, la production de neurotransmetteurs s'harmonise autour de ce signal pur, et c'est ce qui crée cette sensation physique d'extase continue. Mais, et c'est crucial de le comprendre ici, cette béatitude n'est pas une fin en soi. C'est pas juste pour se sentir bien. Non, c'est pas le terminus du voyage. C'est vrai, les sources insistent énormément là-dessus d'ailleurs. Le but ultime de cette transformation n'est pas de rester assis en tailleur, à léviter pour son propre petit plaisir spirituel. Le but, c'est de devenir un opérateur actif, quelqu'un capable de modifier la matière extérieure. Exactement, et ça devient très pratique. Oui, l'auteur explique qu'au cours de ce jeûne en 2011, cette clarté mentale absolue lui a permis de recevoir un protocole d'harmonisation inédit. C'est une gestuelle hyper précise qui fait beaucoup penser à certaines formes de Qigong et qui est liée à des enseignements philosophiques et spirituels appelés OM-RAM. Et ce protocole s'appuie sur un postulat fascinant. Il faut envisager l'univers matériel qui nous entoure comme un code informatique géant, comme un jeu vidéo, en gros. Une matrice. Ouais, une matrice. Et dans cette simulation, la matière physique que nous manipulons tous les jours est considérée comme fondamentalement corrompue. Corrompu comment? Par la pollution? Pas seulement. C'est parce que l'industrie humaine est violente par nature. Percer un bloc de métal avec une perceuse, scier un morceau de bois, coller des polymères en usine, chaque action mécanique génère une disharmonie, une sorte de cicatrice dans la dimension énergétique ou éthérique de l'objet. La matière garde littéralement en mémoire le traumatisme de sa fabrication. Et le protocole permettrait de corriger ce code alors. L'idée, ce serait d'utiliser le corps humain purifié par le jeûne, non plus comme une antenne qui se contente de recevoir l'énergie, mais comme un véritable prisme optique qui la projette vers l'extérieur. C'est tout à fait ça. Selon le texte, l'opérateur utilise l'alignement de ces 7 centres énergétiques majeurs, ceux qui correspondent d'ailleurs aux 7 cavités cérébrales souvent mentionnées dans les traditions ésotériques, tu vois. Et en s'alignant, il parvient à projeter les 7 couleurs du spectre lumineux directement sur l'objet corrompu pour en réorganiser les charges énergétiques. Les sources parlent carrément de transmuter la matière, la faire passer d'un état immonde, c'est-à-dire sans forme, malade, chaotique, à un état monde, donc structuré, sain et en harmonie. Immonde vers monde, c'est une belle façon de le formuler. Et le plus surprenant, c'est que l'auteur refuse que ça reste dans le domaine de la croyance aveugle, ou du « il faut y croire pour que ça marche ». Il veut des preuves. Oui. Il affirme que l'impact de cette projection lumineuse, cette chromatothérapie, est mesurable physiquement. Les sources mentionnent des tests de kinésiologie sur des personnes tenant l'objet harmonisé, révélant un ancrage musculaire instantané. Elle parle également de mesures effectuées avec une antenne de Löcher. Attends, juste pour qu'on soit bien clair sur les termes, pour ceux qui nous écoutent, une antenne de Löcher, c'est bien ce petit instrument en forme de U qu'on utilise en radiesthésie, c'est ça? Celui qui est théoriquement conçu pour repérer des longueurs d'onde subtiles, invisibles à l'œil nu. C'est tout à fait ça. Et bien que la communauté scientifique classique reste très critique face à cet outil, les sources affirment que cet instrument mesurerait un doublement systématique du taux vibratoire des objets qui sont soumis au protocole. Et ça marche surtout? A priori, oui, ça s'appliquerait à tout. Une plante, un ordinateur, un mur en pierre. Curieusement, la seule exception documentée par l'auteur, ça concerne les tissus et les vêtements. Ah bon? Pourquoi les vêtements? Apparemment, leur trame complexe ne retiendrait pas la reprogrammation. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si l'on reprend l'allégorie de la réalité comme un immense programme informatique, est-ce que ce protocole
permis par un corps purifié et un ADN qui chante sans interférence, ce serait l'équivalent de trouver une porte dérobée vers le code source de l'univers, une façon d'acquérir les droits d'administrateur pour aller débugger manuellement les erreurs de la matière. Cela soulève une question cruciale, qui est en fait le grand paradoxe de toute cette étude. Pour pouvoir interagir avec la structure intime de la matière, pour devenir cet artisan de lumière capable d'effacer les cicatrices des objets, il y a un droit d'entrée. Lequel? Et ce droit, c'est le détachement absolu. C'est l'ascèse, le refus obstiné de consommer cette matière par la digestion mécanique. Il semble que ce n'est qu'en cessant d'être un rouage lourd et passif de la gastronomie de la chute qu'on gagne la clarté nécessaire pour agir sur le système lui-même. Faut quitter la matrice pour pouvoir la reprogrammer, en fait. C'est une boucle de réflexion impressionnante. Si l'on prend une seconde pour synthétiser ce vaste voyage intellectuel qu'on vient de faire, on est parti de l'intérieur de notre foie, en observant comment le passage du glucose au corps cétonique éteint l'inflammation et le brouillard cellulaire. Ouais, la bascule métabolique. De là, on a plongé au cœur de l'ADN, réalisant que cette double lisse est un émetteur laser qu'utilise l'eau dans notre corps pour communiquer en langage de lumière. Puis, on a suivi des récits de dépouillement dans les froides montagnes de l'Ariège, où la faim ouvre la porte à des expériences de foi foudroyantes. Et enfin, on a fini par analyser des techniques censées utiliser ce laser biologique pour réordonner le chaos de la matière industrielle. C'est un sacré parcours. Et la synthèse qui s'impose, c'est vraiment l'extraordinaire superposition des langages. La biophysique contemporaine d'un côté, sur les biophotons, et la gnose antique de l'autre, sur les particules de lumière. Eh bien, elle raconte rigoureusement la même histoire. C'est indéniable. L'histoire d'un être humain, conçu comme une géométrie vibratoire parfaite, mais temporairement alourdi, englué dans une densité qu'il absorbe tous les jours. Une densité qui ne tient qu'à lui de dissiper. L'être humain comme un prisme endormi sous la poussière, c'est une belle image. Et ça nous ramène directement à notre propre quotidien, pour le coup. À cette petite baguette de pain ou à ce plat préparé qu'on avale tous mécaniquement à midi, persuadés de simplement mettre du charbon dans la chaudière pour tenir l'après-midi. Sans y penser. Mais si cette théorie dit vrai, si notre système nerveux est réellement une antenne ultra-sensible, et si l'on admet que les toxines créent un puissant brouillage sur la lumière de notre ADN, ça ouvre une perspective vertigineuse sur notre modernité. Ah, ça c'est sûr. Car au-delà de la nourriture physique que l'on ingère, quelles autres densités invisibles on avale en permanence sans s'en rendre compte? Le flot ininterrompu de nos angoisses mentales, la pression de nos plannings, le flux écrasant des notifications sur nos écrans du matin au soir. Toutes ces pollutions quotidiennes ne sont-elles pas, en fin de compte, une autre forme de nourriture lourde? Une alimentation toxique de l'esprit, oui. Une alimentation toxique qui maintient notre antenne saturée. Nous gardons bien endormis au cœur de cette fameuse gastronomie de la chute. Un bruit de fond assourdissant qui nous empêche jour après jour de capter cette fréquence subtile, ce fameux cri de l'aigle qui n'attend pourtant que d'être entendu pour nous réveiller. Ça donne à réfléchir pour la suite.